Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme à impact positif. Expérientiel est un podcast indépendant qui explore les leviers d'action nécessaires pour repenser le modèle actuel du tourisme et répondre aux défis futurs du secteur. Notre objectif est d'inspirer et de sensibiliser aux pratiques responsables dans le tourisme en partageant des exemples concrets de réussite et de défis à travers l'histoire de femmes et d'hommes visionnaires, engagés, qui partagent leurs recherches, leurs pratiques, leurs solutions, leurs doutes et leurs apprentissages. Ce sont de véritables passeurs d'expérience et de savoir. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer dans un lieu confortable et calme, et pourquoi pas en pleine nature, pour prendre le temps de découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Isabelle, comment vas-tu aujourd'hui ? Bien, merci. Merci François. Merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast expérientiel et pour partager tes engagements et ton expérience. Mais là, juste avant de commencer cette interview, tu me partageais quelque chose qui t'avait mis en joie. C'est quoi exactement ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ce matin ? Alors ce matin, ce qui m'a mis en joie, c'est que j'ai fait, le lien, j'ai fait rencontrer, l'incubateur de start-up parisien, Paris & Co et l'incubateur de start-up, vénitien, Vénitia. Et donc j'aime beaucoup créer du lien entre la France et l'Italie sur des problématiques de tourisme, hein. Tous les 2 sont centrés, enfin ont une problématique générale de soutenabilité, donc dans différents domaines, mais aussi ils ont un volet sur le tourisme durable et donc ils ont comme objectif de faire appel à l'innovation à travers les startups pour, aller en avant quoi, aller de l'avant et proposer un tourisme de demain qui sera différent. Alors pourquoi Venise ? Ouais, c'est une bonne question. Pourquoi Venise? C'est vrai qu'on me la pose souvent depuis, qu'on a créé les ailes de Venise. Pourquoi tout d'un coup cette passion pour cette ville? Au départ ça démarre d'un voyage que j'ai fait il y a 7 ans où je voulais apprendre, tout simplement l'italien. J'ai toujours eu, un intérêt, pour ce pays, pour l'Italie et je voulais un peu, aller un peu plus en avant sur l'apprentissage de l'italien et j'ai choisi Venise. J'ai choisi Venise avant tout parce que tout simplement, je connaissais un peu cette ville, j'admirais sa beauté et il y avait le côté marin, qui est le côté proximité avec la mer et la lagune qui m'attirait. Et je dirais que lors de ce voyage, il y a 7 ans, j'ai vraiment découvert, autre chose, que la chose que j'étais venue chercher. Donc certes, je me suis un peu plus perfectionnée en italien, mais à travers la découverte de Venise, à travers quand on passe un peu les clichés types, de la ville romantique, de la ville qui est très belle, parce que c'est vrai qu'elle est très belle, elle est magnifique, son architecture est fantastique. Quand on passe les clichés des gondoles et des gondoliers, des mariages à Venise et cetera, on découvre une ville qui est tout simplement extraordinaire, déjà par son mode de vie. Parce qu'il faut savoir, et ça on le sait, mais on n'y prête pas forcément attention, Venise, c'est une ville où il n'y a pas de voiture. Et donc pas de voiture, ça veut dire qu'il y a une très grande mixité sociale dans les rues de Venise. Dans les rues de Venise, vous avez, des descendants nobles vénitiens, donc qui habitent des palais, qui vont croiser monsieur tout le monde qui va faire ses courses au marché. Il y a dans la mesure où il y a pas de voiture pour créer des sortes de bulles entre les gens, vous avez, tout d'un coup des rencontres improbables, impossibles, magnifiques entre des classes de la société qui au départ n'avaient pas forcément vocation à se rencontrer. Donc déjà, j'ai découvert une façon de vivre à la vénitienne, complètement différente de notre façon de vivre, je dirais moi parisienne parce que je suis à Paris, mais avec beaucoup de rencontres humaines. L'humain est vraiment central, dans la ville de Venise. Tu as créé les ailes de Venise. Quelle est l'intention derrière ça ? Parce que tu m'as parlé de la ville du futur.
Oui, alors pourquoi déjà? Parce qu'en plus de la mixité sociale, on ce que j'ai pu sentir et vivre, c'est que l'eau était vraiment très présente. L'eau est complètement partie intégrante de l'espace urbain. On a 550 kilomètres carrés parce qu'il faut savoir que Venise, ce n'est pas juste ce qu'on connaît, je dirais, habituellement, c'est-à-dire le centre historique. Venise, c'est aussi Murano, Burano, plein d'îles avoisinantes et ça fait en tout une surface de 500 kilomètres carrés, mais qui englobe complètement l'eau. L'eau fait partie de l'espace urbain. Les Vénitiens sont avant tout des marins. Administrativement, Venise, c'est, une ville composée de terre et de mer. Donc clairement, c'est une ville qui s'est inscrite dans son environnement dès sa création. Elle a été créée, au 5e siècle et elle traite, et c'est ça qui m'a passionnée et c'est pour ça que j'ai créé les ailes de Venise, hein, je vais y venir, mais elle crée avec son environnement, elle a une relation, hem que nous, on va devoir avoir dans notre traitement de la durabilité du futur. C'est-à-dire que c'est une ville, qui a su très tôt intégrer complètement la problématique environnementale. L'architecture tient compte de l'eau. Vous avez les maisons sont construites à Venise de façon à pouvoir bouger. Elles sont mobiles. Les piliers sont mobiles, sinon ça casserait. C'est une ville qui a déjà affronté par le passé une problématique qui va devenir super, importante pour nous dans les années à venir, qui est la problématique de manque de ressources d'eau. Venise, elle est située au sein d'un environnement lagunaire salé. Donc il y avait un vrai problème d'accès à l'eau potable. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les petites places à Venise, sous ces petites places, vous avez d'énormes vasques, qui recueillent l'eau de pluie et les puits centraux que l'on voit sur les petits campi, on les appelle les campi à Venise, et ben, ces puits servent à tirer l'eau de pluie qui a été recueillie. Bon, maintenant je dirais avec la modernisation, c'est vrai qu'il y a une alimentation de l'eau courante qui est plus faite via la terre ferme, c'est-à-dire Mestre, mais ils ont construit leur ville en tenant compte de cette problématique de contrainte de ressources de l'eau et nous, je pense et on le sait très bien, ça va être une des problématiques futures. Donc quand on a parlé ensemble, je t'ai parlé en effet d'un terme magnifique qu'a trouvé le Vénitia, donc l'incubateur dont je parlais en début, de podcast, qui est l'incubateur de start-up, vénitien, qui, intitule son programme, «Venise, la ville la plus ancienne du futur». C'est-à-dire que dans le passé de Venise, il y a des tonnes et des tonnes d'idées à chercher, de réflexions à se faire pour nous aider dans notre aventure vers la durabilité. Donc ce qui s'est passé il y a 7 ans quand je suis tombée donc, en passion, hein, pour cette ville, mais aussi par tout ce que je viens de te décrire, c'est-à-dire, cette relation à son environnement, cette mixité, ces rencontres humaines. Ce que j'ai vu aussi, il y a 7 ans, c'était déjà présent, c'est le problème du tourisme de masse. En gros, le voyageur, et le touriste, hein, plutôt encore, là-bas et même donc moi j'en faisais partie, j'arrivais un peu comme celui qui allait détruire, la beauté et l'équilibre de cet écosystème, qu'est Venise. Et là-dessus, ça m'a profondément, fait réfléchir sur mon rôle de voyageur. Est-ce que venir à Venise, c'est juste prendre des photos et puis les mettre sur son compte Instagram? Est-ce que vraiment si j'étais venue à Venise avec un voyage, week-end à Venise comme on vend, sur Last Minute ou sous d'autres plateformes, est-ce que j'aurais découvert tout ce que j'ai découvert en prenant 10 jours? Pas sûr du tout. Et donc ça m'a fait vraiment, je me suis dit: «C'est pas possible que le voyageur de demain soit un voyageur qui détruise». Il faut lui donner un autre rôle. Le voyageur, ça doit être autre chose, ça doit être un ambassadeur. Il doit être ambassadeur qui doit non seulement, apporter ce qu'il connaît de son pays, mais aussi à s'intégrer dans la ville, donc connaître les codes de la ville et faire quelque chose de constructif pour la ville. Donc quelque chose de constructif, quelque chose qui se mesure, quelque chose qui se voit. Et donc je me suis dit: «On va réinventer le voyageur». Selon moi, on est vraiment enfin, c'est pas selon moi, disons que c'est un peu la palissade, hein, maintenant de dire ça, mais on est à un vrai tournant, on est à un tournant de société. Le GIEC a dit qu'on allait faire face au plus grand défi
auxquelles l'humanité va devoir faire face. Donc c'est un moment aussi, si on veut être optimiste, où on va devoir tout réinventer. Alors nous, très modestement, on s'est dit avec les ailes de Venise, eh bien, on va essayer de réinventer le voyageur. On va réinventer l'approche du voyageur lorsqu'il va dans une ville qui a, vraiment pâti du tourisme de masse. Tu m'as parlé d'une responsabilité sociétale du voyageur, Exactement, hein, oui. et de leur permettre justement, d'étudier Venise et d'aider cette ville à se construire de manière durable. Comment ça marche exactement? Alors la responsabilité sociétale du voyageur, c'est vraiment l'aboutissement de la réflexion. C'est-à-dire qu'à une époque où on parle beaucoup de RSE, hein, responsabilité sociétale des entreprises, on parle de responsabilité sociétale du citoyen. La RSV, comme je l'appelle, c'est la responsabilité sociétale du voyageur, c'est-à-dire que le voyageur doit non seulement avoir intégré les codes de la ville, mais aussi il faut que son passage laisse des traces et des traces qui soient mesurables. Donc avec les ailes de Venise, on a créé le voyageur solidaire. C'est un voyageur qui qui reçoit lorsqu'on devient membre des ailes de Venise, ou en tout cas on adhère à notre programme, qui s'appelle devenir un voyageur zélé, avec des ailes, et en même temps on joue sur le terme zélé, bon ça nous fait marrer. C'est un voyageur qui va donc recevoir une petite formation pour apprendre un peu d'italien avant d'y aller, pouvoir parler avec les locaux, parce que c'est indispensable quand tu vas découvrir une ville de parler à des locaux. C'est indispensable de savoir qu'à Venise, par exemple, on marche à droite, parce que sinon on bloque tout le trafic. Des tas de codes comme ça que je dirais pas méchamment, mais naturellement, le voyageur, s'il ne prépare pas son voyage, il va passer à côté. Et donc ça va lui permettre une meilleure intégration. En plus, il parlera un peu d'italien, mais surtout, comme on fait partie des entreprises sociales et solidaires, on a un pourcentage de nos bénéfices, donc du bénéfice de ce programme, qui est consacré à offrir aux associations vénitiennes. Donc, on offre aux associations vénitiennes, on offre du matériel. On offre du matériel pour les aider dans leurs projets de l'année, dans différents domaines. On a par exemple une association vénitienne, donc je parle pour le projet 2023, qui s'appelle Venice Calls, qui sont des jeunes Vénitiens qui sont vraiment fantastiques, super péchus, et qui sont épris de leur lagune et qui donc récoltent les déchets plastiques, dans la lagune. Ils organisent, pendant toute l'année des grandes, récoltes de déchets plastiques, et ils prennent leur bateau, ils nous emmènent en bateau et on peut les aider à récolter les déchets plastiques de la lagune. Donc sur ce projet-là pour cette année, ils avaient eux en objectif d'acquérir un laboratoire de recyclage du plastique. Et et donc nous on fait partie de ce projet. C'est-à-dire qu'on va leur offrir une partie du laboratoire de recyclage du plastique. Donc tous les voyageurs, zélés, hein, tous les membres des ailes de Venise, toutes les personnes qui ont adhéré au programme pourront savoir, et verront, comment le plastique va être recyclé, le plastique qui a été récolté dans la lagune, comment il va être recyclé, comment ce laboratoire va servir de sensibilisation dans les écoles pour préparer les générations futures, et cetera, et cetera. Et donc ça, c'est pour nous, c'est super important parce que du coup, on a laissé une trace positive. Ce qui est pas du tout l'image quand on voit les reportages sur Venise, on voit des touristes pardon, qui sont en troupeau, voilà, qui suivent, qui regardent, qui prennent des photos, qui mangent. Enfin, c'est pas du tout le programme du voyageur que nous on essaye de développer. Mais on n'a pas fait que pour Venice Calls, pour les déchets plastiques. On a aussi une autre, association qui s'appelle Il Nuovo Trionfo qui, restaure un très vieux trabacolo. C'est un navire marchand vénitien, et pour eux, on a offert l'année précédente, on avait offert, la bâche de protection du pont parce que le soleil, ça tape, hein, à Venise en été, et en hiver, il fait au contraire très, très froid. On a offert un moteur pour la cale pour pomper l'eau, on a offert les cordages, enfin, et donc chaque voyageur qui revient à Venise peut voir, parce qu'on est très présent sur les réseaux sociaux, peut voir là où il a laissé ses traces. Parce que s'il a participé à notre programme, eh ben, il sait que voilà, quand il voit ce bateau-là, la toile, c'est nous. Les cordages, on y a participé, et en plus, on crée vraiment une dynamique avec les locaux parce que ce sont leurs projets. Ça, c'est important de pas être des envahisseurs,
de revoir aussi en réflexion notre façon d'aborder le voyage et notre façon d'être sur place, hein. C'est pour ça que je parle d'ambassadeurs. On est des résidents temporaires et donc on reprend leur projet. Ce sont eux les maîtres de leur projet, ce sont eux les maîtres de leur ville. Et comment tu choisis ces projets? Comment tu rentres en contact avec ces différentes initiatives vénitiennes? Alors, il y a d'abord une recherche pour connaître toutes les associations vénitiennes. Il y a une grosse recherche sur internet au départ. Il y a des critères, hein, des critères pour sélectionner les associations. Il faut que c'est des associations qui ont une certaine durée. Il faut qu'elles soient ouvertes à l'extérieur, c'est-à-dire qu'elles aient monté des événements, que les gens aient pu aller voir ce qu'elles faisaient. On a toute une série de critères comme ça qui nous permet de sélectionner, je dirais, des associations fiables qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont des objectifs extrêmement concrets et mesurables, parce que ça, c'est important pour nous. Pour nous, enfin, pour nous, il est très important aujourd'hui dans notre société de rétablir la confiance. Et de façon très simple, quand vous voyez ce à quoi vous avez participé à travers votre adhésion à un programme, quand vous voyez concrètement ce que ça a donné sur le terrain, eh ben vous avez la preuve concrète de ce qui est devenu une partie de votre investissement entre guillemets, hein, parce que les montants de programme c'est pas non plus, c'est absolument pas des sommes affolantes. Hein, on a un programme italien, bon, je laisserai tes auditeurs aller voir, mais vraiment, c'est très, très, très abordable. Et donc, du coup, on voit le voyageur va voir tout de suite ce qu'il a fait. Donc, donc on les sélectionne comme ça en regardant sur internet, mais surtout derrière, après, il y a la rencontre sur le terrain, évidemment. Je viens à Venise, je suis ton programme, etc. Est-ce que justement, une fois que je suis rentré chez moi, j'ai la possibilité de continuer à m'engager dans ce programme en soutenant ce programme? Tout à fait, parce que, c'est une adhésion annuelle, hein, au programme, donc on bénéficie de cours d'italien, de conférences, de on parle entre nous, on crée un club, hein, quelque part et donc on parle entre nous, on fait connaissance avec d'autres voyageurs à Venise, donc il y a aussi des rencontres sur place, des voyageurs qui ont suivi le programme pendant 1 an. Ils se retrouvent sur place aussi parce que du coup, ils se sentent pas tout seuls. Il y a beaucoup il faut savoir qu'il y a beaucoup de voyageurs solitaires à Venise. Parce que Venise, c'est aussi une ville qui permet la réflexion, puisqu'il y a pas de bruit. Il y a le bruit de l'eau, il y a la caresse du bruit de l'eau, je dirais. Et donc du coup, sur place, il y a des moments aussi où on a peut-être envie de revoir un peu de monde. Il y a les locaux, certes, puisqu'on permet d'aller rencontrer les associations vénitiennes, mais aussi il y a des Français, des Suisses, des Belges, et qui se sont donné rendez-vous pendant l'année à travers notre programme et qui se retrouvent là-bas. Et donc l'adhésion, comme elle est annuelle, l'adhésion au programme, eh ben, tous les ans, vous pouvez continuer avec nous et d'abord vous perfectionnez encore plus votre italien et votre connaissance de l'Italie parce qu'on dépasse Venise, hein, aussi. On parle aussi de culture italienne en général. Et tu as toujours été dans le tourisme? Pour tout te dire, je suis dans le tourisme depuis 7 ans. Moi, à la base, je travaille dans l'assurance, donc ça n'a rien à voir. Venise a vraiment changé ma vie. C'est-à-dire que voilà, je suis une financière de formation. Je travaille dans l'assurance, enfin je travaillais aussi et donc du coup, j'ai monté ce projet, ça m'a complètement emballée et j'ai pris ce qu'on appelle un fonds GESIF, pour permettre une reconversion professionnelle. C'est-à-dire pendant 1 an, l'entreprise te permet de faire des études et donc j'ai étudié le tourisme à la Sorbonne. Je suis retournée, sur les bancs avec les jeunes étudiants, sur les bancs de l'école et pendant 1 an, j'ai étudié le tourisme international à l'IREST. Qui est vraiment à la Sorbonne, on a l'IREST, qui s'occupe d'enseigner le tourisme international et qui a un super programme. Et pourquoi tu t'es dirigé par rapport à justement avoir un impact, pas juste vendre du voyage, mais d'aller beaucoup plus loin dans ta démarche? Qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce que c'est la situation actuelle ou c'est aussi une sensibilité personnelle où tu t'es dit, bah, on peut faire beaucoup plus et on peut avoir peut-être beaucoup plus d'impact? Euh, Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont motivée. C'est vrai ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'étais vraiment, entre guillemets, un peu écœurée de ce que
le tourisme de masse avait créé à Venise comme destruction en termes de fuite des habitants, rues surbondées, artisanat malmené parce qu'évidemment quand vous devenez une ville qui est aussi fréquentée, bah, vous attirez tous les profiteurs donc de l'artisanat enfin c'est même pas de l'artisanat, c'est la vente de pacotille. Donc vous avez des tas d'enseignes qui vendent de la pacotille pas cher et donc du coup l'artisanat, le vrai artisanat vénitien, l'art de la pierre, l'art du verre, pardon, l'art de la perle, tout ça, c'est complètement malmené et c'est même en grand danger. Donc vraiment, j'avais une envie de changer tout ça et de me dire pourquoi, puisqu'on est en train de réinventer le monde entre guillemets, puisqu'on est un tournant de société, pourquoi ne pas réinventer notre façon de voir le voyageur et faire en sorte que qu'il apporte, qu'il soit pas juste preneur et qu'il apporte des choses. Et donc, quel impact ça a sur toi dans ton quotidien de pouvoir être engagé dans cette démarche et de pouvoir participer, contribuer à ta humble hauteur, de pouvoir permettre justement de préserver un héritage culturel, mais Ouais. aussi d'imaginer le monde de demain? Et de le faire connaître. Ça aussi, je trouve que l'éducation, c'est super important. Bah, déjà, je continue à apprendre tous les jours, hein, parce que Venise, c'est une boîte à trésors notamment et l'Italie aussi, hein. Comme je disais, on s'est un peu étendu aussi sur l'Italie. On a plein de choses à apprendre du passé, historique, de Venise et de l'Italie et donc j'apprends tous les jours, donc moi, c'est une très grande, satisfaction personnelle. J'ai envie aussi parce que ça m'a donné une vraie énergie. Ça m'a donné une vraie énergie et j'ai envie de la communiquer. Ça m'a donné un vrai enthousiasme aussi. Je me dis que rien n'est perdu, qu'il faut qu'on se relève les manches. Donc, voilà, on a des enfants, on peut pas leur dire, bah voilà, on vous a amené devant le mur. On peut tout réinventer, même votre façon de voyager. Il suffit de réfléchir et de voir les choses autrement. Donc, ça m'a donné de l'enthousiasme. Ça m'a donné énormément de choses positives en termes de communication aussi. Ça te rencontre avec les locaux sur place. C'est ce que je te disais au début quand quand je te parlais de ma grande joie ce matin. Faire rencontrer les Italiens et les Français, moi j'adore ça. C'est des peuples hyper voisins, on les appelle même des cousins, les cousins. Et il y a tellement de choses à prendre l'un de l'autre. Ils ont notre complément, les Italiens. Nous, on a certaines qualités, on a d'autres défauts. Eux ont des qualités et des défauts complémentaires. Il y a beaucoup de choses à faire ensemble, vraiment. Et j'y crois très fort. Et donc vraiment, si c'est ça en termes d'impact, et puis la fierté. Quand je me balade à Venise, bah voilà, moi, je dirais peut-être qu'il m'en faut peu, mais moi de voir le nouveau Triomphe, ce bateau avec sa toile toute neuve, voilà, je suis fière. Je me promène plus de la même façon que je me promenais il y a 7 ans, quand je voyais ces masses de touristes dont je faisais partie. Déjà, je parle plus de touristes, maintenant je parle de voyageurs. Et, et, hum, et donc, j'ai une vraie fierté à me dire, bah, bon, on est à notre échelle, hein. On a planté des arbres avec une association qui s'occupe des jardins vénitiens. Peu de gens savent que à Venise, il y a beaucoup de jardins dans les palais, de jardins il y a beaucoup de jardins à visiter à Venise qui ont une histoire. Euh, le bateau, j'en ai parlé, la récolte de déchets plastiques, quand on peut organiser on fait venir des voyageurs pour qu'ils récoltent le plastique avec les Vénitiens, c'est une super fierté aussi. Voilà, Comment imagines-tu justement le voyage de demain? Imagine, on est 20 ans plus tard. T'imagines quoi? C'est devenu quoi le voyage, le tourisme? alors, il y a plusieurs problématiques, hein. Dans ce qu'il si donc quand l'idée elle se développe, hein, déjà depuis 5 ans, on a pas mal de followers, hein, vraiment, c'est une idée qui prend. Donc si déjà, la façon d'aborder son voyage à Venise pouvait changer, en termes en étendant encore plus, notre volonté de développer cette responsabilité sociétale du voyageur. C'est-à-dire quand on va faire un voyage, on n'y va pas comme ça: «Je vais en week-end, c'est super et tout, je m'éclate». Mais voilà, je vais préparer pendant 2-3 mois mon voyage. Donc déjà si ça, c'est une idée qui prend encore plus racine, parce qu'on est encore au démarrage quand même, hein, du tourisme durable. On voit bien qu'après la pandémie, il y a eu un choc sur l'industrie du tourisme, mais d'un autre côté, ça reprend, fort heureusement maintenant, mais ça reprend pas complètement vertueux. Il y a des vieilles habitudes qui reviennent très vite.
Pourquoi? Parce qu'il y a des besoins financiers, tout simplement. Donc déjà, si l'idée déjà fait son chemin, s'ancre un peu plus et s'étend à plus de personnes, déjà, voilà, je verrai le voyageur à Venise un peu différemment. Après, il y a des choses plus compliquées sur lesquelles il va falloir, mais c'est pas seulement nous, qui apportons notre pierre. Là, c'est vraiment, je parle au niveau de la région, au niveau de la mairie de Venise. Il va falloir vraiment, gérer cette problématique de flux. On peut pas profiter d'une ville comme Venise qui a une capacité, de charge très limitée. C'est 7 km² Venise, hein. C'est 7 km² qui accueillent 30 millions de touristes par an. Je sais pas si tu imagines? J'avais fait des rapports exprès, pour donner une idée aux voyageurs de ce que ça représente pour les Vénitiens. C'est comme si, Paris accueillait 1 milliard de touristes par an. Donc la disproportion entre le peuple vénitien qui est moins de 50 000 à présent, hein, sur le centre historique, et l'afflux de plus de entre 25 et 30 millions de touristes, c'est complètement invivable. Et donc là, il y a une vraie problématique de gestion de flux. La mairie y a travaillé, il travaille, hein. On a parlé d'un ticket d'entrée, à mettre en place à Venise lorsqu'il y aurait des événements qui attirent énormément de monde. Bon, le sujet n'est pas facile du tout, hein. Ça c'est clair parce que, mettre un ticket d'entrée, là, on pose des vraies problématiques juridiques. Est-ce qu'on a le droit d'interdire l'entrée d'un territoire à certaines personnes? Ou en tout cas pas de l'interdire parce que c'est pas le projet, mené par la mairie de Venise, mais en tout cas, mettre un ticket d'entrée. Ça pose des problématiques même pour les habitants. Est-ce qu'ils ont le droit de faire venir leurs amis pour le week-end ou est-ce qu'ils doivent demander l'autorisation? Enfin, c'est très complexe, hein. Donc c'est un projet déjà qui a été, je dirais, démarré, par la mairie en termes d'annonce il y a déjà 3-4 ans. Il y a des stades de progression, mais c'est pas du tout encore, là ça a été encore repoussé, de 6 mois en termes de mise en œuvre. Mais petit à petit, ça pose des vrais problèmes qu'il va falloir résoudre de toute façon, parce que hormis la bonne volonté du voyageur, même s'il change sa façon de voyager, il va falloir aussi lui donner les conditions de bien voyager, c'est-à-dire, améliorer sa circulation sur le territoire. Et ça, évidemment, quand on est 30 millions de personnes à vouloir tous aller à Venise au même moment, bah, c'est pas possible. Eh oui, eh oui. À un moment donné, c'est pas possible. On De toute façon, c'est pas possible. On va devoir rentrer, mais ça, on va l'avoir pour tout, hein. On va pas pouvoir tous profiter de l'eau au même moment. On va pas pouvoir tous c'est des problématiques qui vont être super contemporaines et la problématique de gestion de flux aussi, ça en fera partie. Dans toute cette réinvention de la société, à laquelle on est en train d'assister, la problématique de la gestion de flux va évidemment, Oui. surgir. C'est pas un sujet facile à traiter, Pas du tout. mais quand j'entends les chiffres que tu dis, 50 000 habitants sur Venise, En entre centre historique, hein. ouais, ouais, entre 25 et 30 millions de visiteurs, je veux dire, leur vie doit être, pénible par moment, je trouve. Ah beh, c'est même invivable. Hein? Parce que typiquement Venise est une ville de marins. Donc ils ont tous soit un petit bateau, soit à moteur, soit une barque et beaucoup de il y a une tradition de vogue, hein, on navigue à rame. Mmh mh. Quand vous avez 30 millions de personnes qui arrivent tous les ans, évidemment, il faut les transporter ces personnes. Donc ça veut dire plein de passages de vaporetto, hein, c'est-à-dire le bateau, qui sert de bus parce qu'il est sur l'eau, donc des passages très fréquents, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, pour prendre, son bateau et aller d'un arrêt à l'autre, comme on prend son bus et on va d'un arrêt à l'autre. Donc ça crée ce qu'on appelle le moto ondoso, parce qu'il y a d'abord tous les bateaux à moteur avec les taxis qui amènent des voyageurs, dans Venise, les gros bus bateaux, vaporetto qui transportent ces voyageurs. Donc tout ça, ça crée ce qu'on appelle le moto ondoso, c'est-à-dire des remous qui fait que lorsque vous êtes, sur un bateau à rame, et je peux le dire en connaissance de cause, parce que je fais aussi l'avocat, donc ma passion pour Venise a même été jusqu'à intégrer, dans mes limites de compétences, hein, bien sûr, hein. J'essaye, voilà, j'apprends à essayer de ramer à la vénitienne et ben, je peux vous assurer, enfin je peux t'assurer pardon, je peux t'assurer que quand tu es sur un bateau, en bois à rame et que tu vois passer 3 bateaux à moteur à côté de toi, bah, tu as du mal à tenir debout, hein. Et donc là, encore récemment, il y a eu des vraies protestations, ce qu'on appelle les cortéos, hein, des manifestations de bateaux, les
tout ce qu'on appelle les rémières, et c'est-à-dire les écoles de rames, les écoles de voile vénitiennes. Donc tous ceux qui sont sur des bateaux qui ne sont pas à moteur ont fait des manifestations il y a encore 3 semaines, et il y a aussi 2 mois, pour protester parce que les conséquences du tourisme ont généré dans leur pratique quotidienne du bateau, qui est indispensable à Venise. Venise est une ville sur l'eau. Et ben, elles ont généré une impossibilité. Il y a eu des bateaux moteurs qui sont carrément rentrés dans des gondoles. Il y a eu un accident là, il y a 4 mois, c'est ça qui a provoqué une des manifestations. Elle a carrément cassé la gondole, le bateau moteur, il y a eu un problème, voilà, et le bateau moteur est rentré dans la gondole. Donc c'est vraiment une problématique à vivre. Quand on y reste 2 jours et qu'on voit Venise avec le pont du Rialto et le Basic Samar, honnêtement, on passe complètement à côté de la richesse qu'est cette ville, et surtout de l'enseignement qu'elle pourra être pour notre futur. Écoute, Isabelle, merci beaucoup pour toutes ces informations et ce partage d'expérience. Moi, je n'ai jamais été à Venise. Mes parents y ont été, ils n'en gardent pas un souvenir fantastique, Ouais. justement par rapport aux problématiques que tu nous as énoncées. Et je trouve que c'est très bien de pouvoir partager aussi cet angle des destinations qui sont extrêmement populaires, qui sont extrêmement instagrammables, et peut-être que ça va aider aussi à, à changer nos façons de voyager. Ah ben, j'espère, je l'espère. En tout cas, moi, ça fait partie d'un de mes rêves, hein. Tu parlais de, Oui, heu si je pouvais un jour voir Venise, un peu moins, comme ils disent les Italiens, affollata, heu et ben, ça me ferait vraiment chaud au cœur. ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis, je pense aussi qu'il y a dans cette question de gestion des flux et de faire payer un droit d'entrée ou quoi que ce soit, il y a aussi une question d'accessibilité du tourisme. C'est-à-dire que déjà, tout le monde ne part pas en vacances. Donc, si en plus, et je comprends le pourquoi, hein, Mmh. on y met des droits d'entrée en euros, eh bien, c'est aussi limiter certaines choses, et ça veut dire que le tourisme va évoluer aussi de différentes manières. On parle beaucoup du métaverse, de toutes ces technologies, etc. Et ça remet en question pas mal de choses, parce que je pense que une ville comme Venise a un patrimoine culturel tellement riche qu'il est important aussi de le préserver. Mmh. Et puis, la vie, le quotidien des Vénitiens est aussi important, parce qu'il ne faut pas qu'ils perdent leur culture et qu'ils se déracinent justement de leurs valeurs, de ce qu'ils ont, de leur histoire. Je trouve que c'est important. Et puis on a beaucoup à apprendre de l'histoire de Venise. C'est pas pour rien, hein, la ville la plus ancienne du futur. C'est vraiment, j'en suis persuadée maintenant qu'en la connaissant un peu mieux, qu'on va c'est une mine, une mine à trésors en termes d'enseignement, et clairement. Mais juste pour préciser sur le ticket d'entrée, attention, parce qu'il y a beaucoup de choses que je lis qui sont pas justes forcément. C'est si vous réservez votre place à l'avance à Venise, et si c'est pas des journées, où il y a beaucoup de monde, il y a pas forcément un ticket d'entrée, hein, attention. C'est en réservant sa place, on s'octroie déjà une capacité à y aller, de beaucoup plus sereine. Le ticket d'entrée, c'est vraiment pour les jours où la ville est bondée, et si vous avez réservé votre place, avant de venir, vous, n'êtes pas obligé de payer. Donc là-dessus, il y a aussi une communication à faire. Ouais, tout à Heu, fait, ouais. voilà, parce que c'est certes, ça peut freiner l'accessibilité, mais c'est aussi gérer l'accessibilité. Ça veut dire, c'est pas forcément que par le prix. C'est simplement si vous anticipez votre voyage et puis vous vous dites pas sur un coup de tête: «Je vais à Venise», donc les personnes qui ont pas forcément de moyens, elles vont pas forcément voyager souvent. Donc je pense que ça fait pas partie des gens qui vont se dire: «Ah bah, je vais me faire mon petit week-end last minute, à Venise, histoire de prendre, le Rialto en photo». C'est une autre catégorie de population, hein, qui seront, je dirais, un peu, pénalisées par ces tickets d'entrée. Mmh, mmh. Ouais, ouais. J'aime bien aussi dans ton concept, et je trouve que ça fait partie du voyage, c'est-à-dire que trop souvent on part pour un week-end et on part en tant que consommateur. Et je trouve que l'idée justement de préparer ce voyage,
de s'imprégner de la culture, d'apprendre la langue ou quelques mots de la langue, etc. Je trouve que ça fait partie aussi du voyage et ce qui crée aussi, comment dire, des désirs, des envies, etc. J'aime bien ce côté préparation. Ouais. Dis-moi, tu m'as dit aussi qu'il se passait un événement assez important à Venise chaque année, c'est le Climaton. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, il est même pas qu'à Venise, il est international. C'est Venice Calls, hein, l'association de jeunes Vénitiens qui s'occupe de récolter les déchets dans la lagune qui me l'ont fait connaître. On a plusieurs villes qui préparent, qui vont parler, changement climatique, pendant, une semaine avec des laboratoires de réflexion, sur différentes problématiques propres à chacune des villes et donc Venice Calls travaille sur le sujet. Donc ils ont intégré non seulement le la problématique du déchet plastique dans la lagune, mais aussi la problématique du changement climatique, hein. Ce sont des jeunes Vénitiens, donc clairement, ils vont faire face au problème. Le changement climatique va avoir un impact très très important à Venise, hein, rien que par la montée des eaux. Mhm. Donc les Vénitiens là depuis 3 ans ont réussi à finir, enfin finir, non, c'est un grand mot. C'est un gros chantier encore, mais en tout cas ça fonctionne. C'est ce qu'on appelle le Moise, ce barrage, c'est qui se lève et qui protège Venise de la montée des eaux. Déjà maintenant, il faut savoir que le chantier du Moise, c'est un chantier qui date d'il y a plus de 15 ans, hein. Il y a eu énormément de difficultés pour le mettre en place, mais en tout cas depuis 3 ans, ces barrières, alors que plus personne n'y croyait plus, ces barrières se lèvent et ça a protégé Venise cette année au moins, 3 fois d'une montée des eaux destructive, pardon, comme celle qu'on avait connue en 2019. Je ne sais pas si tu te souviens, mais en tout cas en 2019, il y avait eu vraiment un raz-de-marée sur Venise. Ça avait été catastrophique économiquement, catastrophique pour les personnes qui y vivaient aussi et là, c'était le second raz-de-marée historique, en 2019. Là, cette année, on a empêché cet événement de se reproduire et ce qu'il faut savoir et ce qui est aussi malheureusement très alertant, c'est que, on a dû lever en novembre plus d'une dizaine de fois, le Moisé dans le mois. La problématique qui va arriver avec la montée des eaux, c'est pour ça que ces jeunes Vénitiens bossent sur le climaton, parce que le changement climatique va impacter Venise à différents niveaux, comme il va tous nous impacter, mais chacun avec ses problématiques propres. Il faut savoir que, OK, en novembre 2023, 22 pardon, on l'a levé 10 fois, mais combien de fois on va devoir le lever, ce Moisé quand on sera en 2030? Quand la montée des eaux, sera effective et aura vraiment, sera beaucoup plus fréquente. Et là, ça pose un vrai problème environnemental. C'est que si vous montez le Moisé, il faut savoir que la marée à Venise joue le rôle d'épurateur. C'est-à-dire qu'elle est indispensable à la vie de Venise. Tous les déchets, enfin une partie des déchets, s'écoulent dans les canaux. Et donc la marée vient nettoyer ces canaux 2 fois par jour et donc permet d'avoir une eau, on va dire, quasiment propre. Faut dire qu'avec les bateaux à moteur, ça va pas aider. Mais pareil, il y a des sociétés qui travaillent là-dessus pour me donner une essence plus durable, et cetera, et cetera. Mais si vous avez tous les jours une montée des eaux durant le dernier trimestre de l'année, heu, la marée ne peut plus jouer son rôle. Mhm. Le commerce ne peut plus jouer son rôle, c'est-à-dire que les bateaux doivent passer pour apporter à Venise du matériel, heu, enfin, il y a un approvisionnement qui se fait par bateau. Donc s'il y a le Moisé qui est obligé de fermer la route à l'entrée de la lagune pour, contrer la marée, la mer, comment est-ce que toute cette problématique environnementale va être gérée? C'est-à-dire qu'une lagune qui est stagnante, c'est Ouais, il y a enfin, plus. c'est extrêmement dommageable pour tout la biodiversité qui y vit. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est pas simple, hein, c'est pas simple. Je veux dire, il y a tellement, nos activités ont tellement d'empreintes, ont tellement d'impact sur l'environnement, etc., que de changer tout ça, c'est loin d'être facile parce qu'il y a tellement de parties prenantes qui sont concernées. C'est un véritable enjeu et vraiment l'objectif, et je trouve que c'est super ce que tu fais justement de parler avec des associations de jeunes Vénitiens, etc., de parler avec les habitants, avec les petits acteurs économiques, artisans, etc., pour essayer de trouver des solutions.
ensemble, ouais. Ouais, ouais. C'est vraiment voilà, on l'a appelé les ailes de Venise. Pourquoi je l'ai appelé les ailes de Venise? C'est parce que là-bas à Venise, il y a quelque chose qui est extraordinaire à faire comme activité. Elle est très banale, mais comme on n'a pas le bruit des voitures et qu'il y a un silence et qu'il y a le rapport à l'eau qui est très fort, on peut regarder les mouettes pendant qui s'amusent et qui volent sur Venise et c'est très, très beau à voir. Elles ont des jeux, elles sont là parce que c'est évidemment un habitat marin et donc je voulais que le voyageur ressemble à ces mouettes, c'est-à-dire que les mouettes s'amusent avec la ville de Venise. Elles la frôlent, elles la caressent, elles se posent entre elles, elles jouent entre elles et donc je voulais que le voyageur soit un peu comme, une caresse pour la ville et pas, voilà, un troupeau qui arrive, voilà, que ça ne devienne pas les buffles de Venise, mais plutôt les ailes. Mmh. Dis-moi, tu l'aimes cette ville, Oui, hein? c'est vrai. Mmh. Tu aimes beaucoup cette ville, on le ressent et puis je trouve que tu as une passion aussi pour la culture italienne. Tu nous as dit plusieurs fois des mots italiens et cetera. C'est très sympathique. C'est aussi une autre manière de voyager donc merci beaucoup, pour ce moment passé ensemble, Isabelle. Merci à toi François, parce que je trouve que ton podcast, il est bah, voilà, il donne la parole à plein de moi j'ai découvert plein de personnalités, très différentes à travers ton podcast et c'est pas pour te rendre l'appareil, mais voilà, je trouve que c'est un podcast qui est, bah, dont on avait besoin. On est tellement assaillis par l'image que maintenant le podcast prend vraiment sa place et oui, j'adore découvrir tes invités, et surtout dans des domaines en plus que je connais pas et voilà, je m'aperçois qu'il y a de plus en plus il est fédérateur en plus ton podcast parce que ça permet de pas perdre espoir parce que c'est vrai que le challenge il est super, bah, il est énorme, hein. Oui, C'est pas pour rien que le GIEC a dit que c'était le plus grand défi auquel l'humanité va devoir faire face. Mais savoir qu'il y a plein de gens qui bossent en même temps, chacun dans sa problématique, chacun avec sa passion et ben, ça donne du courage. Donc merci, merci à toi aussi. merci beaucoup Isabelle et bonne continuation et bon envol pour les ailes de Venise. Merci beaucoup. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.